Bonjour les élèves de troisième. Je vous fais une petite vidéo pour vous aider sur la série de questions concernant l'épisode 5 et l'Exodos de Antigone. Ça se trouve à la page 85 de votre livre. On n'y voit rien, mais c'est pas grave. À la page 85, il y a donc 16 questions. Je traduis ces questions, et puis si vous avez d'autres questions, vous m'enverrez quelques mails par Pronote. Première question, est-ce que le spectateur s'attend à l'arrivée de Tirésias? Vous savez que Tirésias, on en a entendu parler dès la première page. Tirésias, il est indiqué à la didascalie initiale des personnages, et Tirésias, c'est un devin. Pendant les 4 premiers épisodes, on n'a jamais entendu parler de Tirésias. Par conséquent, est-ce que au début, au moment où Tirésias arrive, au début du 5e épisode, est-ce que le spectateur s'y attend? Est-ce que son arrivée est annoncée? Par qui est-elle annoncée? Il est possible qu'elle le soit, qu'elle ne le soit pas. C'est à vous de bien lire. La question n'est pas difficile et la réponse non plus. Deuxième question. De quel phénomène Tirésias témoigne-t-il dans sa première tirade? Relevez les termes qui montrent l'échec des rites religieux. Alors, cette question numéro 2, concernant les phénomènes dont Tirésias témoigne, elle est écrite au singulier. De quel phénomène? Moi, je serai vous, j'en chercherai plusieurs. Je pense que cette question doit être mise au pluriel. De quel phénomène, de quels phénomènes Tirésias témoigne-t-il? Les phénomènes concernent la fonction de Tirésias. Tirésias, vous vous souvenez, c'est un devin. Et un devin, dans l'Antiquité, c'est un homme qui est chargé de prédire l'avenir, mais surtout qui est chargé de prédire l'avenir en regardant un certain nombre de signes. Les signes, ça peut être des oiseaux qui passent dans un sens ou dans l'autre. S'ils passent de gauche à droite, ça a tel présage. S'ils passent de droite à gauche, ça a tel présage. Et puis, on lit aussi l'avenir dans différents types de sacrifices, avec différentes manières de deviner. Tout ça, c'est ce qu'on appelle les arts divinatoires, à partir de la notion de deviner. Les arts divinatoires, c'est les arts qui permettent de deviner l'avenir. Tirésias, lui, il arrive et il nous explique, ici, tu vas le savoir, écoute les indices. On est à la ligne 13. Et il va donc nous expliquer quels sont les indices qu'a recueillis son art. Et le premier indice qu'il relève, c'est les oiseaux. Et puis après, dans la page suivante, il parle d'autres indices qui sont différents. Donc il se passe un certain nombre de choses autour des oiseaux. Et puis, à partir d'un certain moment, il se passe aussi d'autres problèmes du côté des sacrifices. J'ai recours alors à la ligne 25, non à la ligne 20, pardon, j'ai recours alors au sacrifice que la règle est d'offrir sur les autels à feu. Et donc, Tirésias fait des sacrifices, c'est-à-dire des animaux qu'il a tués, qu'il a fait brûler, et la manière dont se comportent les animaux et les objets qu'il fait cuire, c'est pas du tout comme d'habitude, et du coup, il ne peut absolument pas prédire l'avenir. Donc, ce qu'on vous demande ici, je reviens à mes questions, c'est de quel phénomène Tirésias témoigne-t-il? C'est la question, elle doit être commentée en disant qu'est-ce qui se passe quand Tirésias tente de recourir à son art divinatoire et de prédire l'avenir en fonction des signes qu'il obtient. Qu'est-ce qui se passe quand il cherche des signes? Et du coup, on vous aiguille un petit peu en vous disant que il y a visiblement un échec des rites religieux, dit la question, et donc on vous demande de relever les termes qui montrent cet échec. Question numéro 3. De qui Tirésias est-il le porte-parole? Qu'exprime-t-il en leur nom? De qui Tirésias est-il le porte-parole? Ça veut dire que Tirésias ne parle pas uniquement de ce qu'il pense lui, mais de ce que quelqu'un d'autre pense aussi. Vous savez que le coryphée est le porte-parole du cœur, qui est lui-même le porte-parole du peuple. Du coup, Tirésias, de qui est-il le porte-parole? Est-ce que c'est un personnage qui est sur scène? Est-ce que c'est un personnage humain, non humain? Est-ce que c'est un personnage qui apparaît ou qui n'apparaît pas? Bref, est-ce qu'il ne serait pas le relais d'une autre parole
peut-être supérieur aux êtres humains, et du coup on vous demande de trouver de qui il est le représentant, et surtout, qu'est-ce qu'il dit au nom de ces gens, de cette personne, de ces personnes, qu'est-ce qu'il dit, qu'est-ce qu'il veut dire à Créon. Vous devez ensuite analyser les interventions du Coryphée dans le 5e épisode, et analyser le rôle habituel du Coryphée. Vous savez que le Coryphée, jusqu'à présent, on l'a vu, généralement, il est là, c'est son rôle habituel, comme le cœur, il est là pour commenter ce qui se passe dans l'action. Et au lieu de voir l'ensemble du cœur, on a le Coryphée qui vient nous parler de ce qu'il comprend, de ce qu'il analyse, de ce que pense le cœur de l'action, etc. Ici, est-ce que le Coryphée joue son rôle habituel? Alors pour ça, il faut revenir dans l'épisode 5. Nous sommes à la page 68. C'est donc Tirésias qui parle, puis Créon, puis à nouveau Tirésias. Page 70, on est toujours dans le dialogue entre Créon et Tirésias, et subitement arrive le Coryphée. Ce qui veut donc dire que le Coryphée n'est pas intervenu dans la première partie, puisque vous remarquez que ici, il sort appuyé sur son guide, c'est Tirésias qui est sorti. Donc Tirésias étant sorti de scène, le Coryphée, qui assistait à la scène, qui était présent, n'avait absolument rien dit. Est-ce que c'est normal que le Coryphée, est-ce que c'est habituel que le Coryphée soit sur scène et qu'il ne dise rien? Première question. Et deuxième question, quelle est l'originalité de l'intervention du Coryphée? Et là, il faut que vous lisiez très précisément ce que dit le Coryphée, ce que fait le Coryphée. Est-ce que c'est une intervention habituelle? Est-ce que Créon lui laisse sa place de commentateur, ou est-ce qu'il n'y aurait pas là une autre place assignée au Coryphée, tout à fait différente de la place habituelle? Donc là, je vous suggère de lire bien la suite de l'épisode 5, hein, qui se trouve dans les pages 70, 71, 72, 73, qui ne sont pas ici, qui sont là. Non, ici, non plus. Bref, vous les trouverez comme des grands, ces pages qui montrent l'action du Coryphée. Où est la page 72? Il doit me manquer une page quelque part. Bref, voilà pour cette histoire, cette question numéro 4. Question numéro 5, et ce sera la dernière pour cette petite vidéo, parce que je vais faire des vidéos de 10 minutes. À la fin du 5e épisode, en quoi l'attitude de Créon surprend le spectateur? Alors, c'est bien dommage que je n'ai pas le texte, mais il faut que vous regardiez la deuxième partie du 5e épisode, c'est-à-dire, première partie du 5e épisode, c'est la discussion entre le Coryphée, je dis des bêtises, entre Tirésias et Créon en présence du Coryphée, et la deuxième partie, c'est la discussion entre le Coryphée et Créon. La suture se fait ici, à la ligne 104, puisque à la ligne 104, le Coryphée reste seul avec Créon. Donc ici se produit quelque chose d'étrange entre le Coryphée et Créon, et c'est à vous de bien regarder ce qui s'y passe, et du coup la question est-ce que Créon ne ferait pas quelque chose de très étonnant dans cette section, dans cette partie? Voilà, ici, page 72 par exemple, Créon, le Coryphée dit « Va donc, fais vite ». Créon a dit juste avant « Je renonce à ma résolution, je pars comme je suis, c'est moi qui l'ai enfermé, c'est moi qui la délivrerai ». Bref, vous vous rendez bien compte qu'ici, il se passe des choses très inattendues par rapport à ce qu'on a lu jusqu'à présent. Et donc, la question numéro 5,
En quoi l'attitude de Créon surprend-elle le spectateur? L'attitude de Créon relève ici véritablement du coup de théâtre. C'est quelque chose de tout à fait exceptionnel. Que se passe-t-il dans la tête de Créon? Je vous commente la suite dans une autre vidéo. À plus tard.